Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Mon nom est Émile Demers. Nous mettons aujourd'hui une sorte de miroir psychologique pour comprendre le fonctionnement de notre propre conscience. Guillaume Dumas, professeur du département de psychiatrie et d'addictologie de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, nous explique comment il a contribué à la création d'un modèle du cerveau qui croit comme celui d'un enfant. Guillaume, bienvenue. Bonjour, bienvenue, merci. Oui, donc, écoute, je sais, là, je l'ai mentionné avant de commencer, toutes mes questions aujourd'hui vont être très larges et j'espère qu'ensemble, ça va juste amorcer des, des genres de discussions. Donc, on va voir où que ça nous mène, là. Puis comme première question, qu'est-ce qu'un modèle? Parce que vous avez créé un modèle du cerveau et les modèles, c'est un domaine, on va dire, un point récurrent avec ces innovations. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est un petit peu différent que ce qu'on a habituel à cause de tout l'aspect de psychologie. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'un modèle? Alors, un modèle, c'est une sorte de formalisme simplifié d'un phénomène naturel, souvent sous le formalisme mathématique, mais ça peut être aussi d'autres formalismes. En fait, il y a des modèles en sociologie, il y a des modèles en philosophie qui sont plus associés à des concepts et à leurs relations entre eux. Mais dans mon cas, c'est vrai que je travaille plus avec des modèles avec un formalisme mathématique qui sont intégrés dans des ordinateurs, donc sous forme de simulation numérique. OK. Fait qu'un ensemble, c'est ça. Donc, un ensemble de paramètres ou d'équations, là, dans le cas d'un modèle mathématique qui viennent simplifier un vrai phénomène qu'on veut peut-être étudier ou qu'on veut essayer de comprendre d'une manière plus simple, probablement. Je sais pas. Tu sais, dans votre cas, Exactement. c'est... OK. Oui, en plus, l'idée, j'avais un ancien professeur de mon école d'ingénieur qui rappelait que tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Et en fait, le concept du modèle, c'est effectivement que c'est une réduction, c'est une simplification. Donc, par exemple, une carte, c'est une simplification de l'espace que décrit la carte. Il n'y aurait aucun sens à avoir une carte qui a la même taille que le réel, parce qu'on se retrouverait avec une carte trop grande et qui ne serait pas utile en soi, quoi. Le réel est la meilleure représentation de lui-même si on veut juste du réalisme. Donc un modèle, c'est volontairement une simplification dans un but précis. Dans le cadre de mon bac en génie mécanique, nous, on avait par exemple tu sais, des fois, quand on dit l'expression modéliser, là, on parle souvent de faire de la conception 3D, là, donc modéliser des pièces dans SolidWorks ou Solid Edge, là, les logiciels que j'utilise pour. Tu sais, on met les vis, on met les Ouais. pièces et ça simplifie exactement le modèle. Mais des fois, les vis sont pas exactement pareilles, là. Des fois, on met pas la belle représentation graphique des filets, là. On met juste une simplification, justement. Mais tu sais, l'important, c'est juste de comprendre, mettons, dans ce cas-là, qu'il y a des filets, mais c'est pas important des voir nécessairement. Fait que c'est comme ça, un peu dans votre cas aussi, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est essayer d'avoir la représentation la plus parcimonieuse du phénomène qu'on cherche à étudier. D'être, je crois que c'était Einstein qui disait d'être le plus simple possible, mais pas trop simple. Ouais, ok. C'est intéressant. Je pense que c'est la deuxième fois qu'on quote Einstein au podcast. Fait que on peut avoir une belle liste de quotes d'Einstein quelque part je pourrais mettre sur un mur en arrière, là. C'est ça. Puis il y a une affaire intéressante par rapport à ce que tu as mentionné, que dans ton cas, c'est un modèle mathématique, mais toi, tu es professeur dans un département de médecine. Puis ça, c'est une affaire que je m'interrogeais, tu sais. À quel point est-ce que dans ton day-to-day, tu utilises des logiciels informatiques ou des modèles mathématiques? Ça doit être, tu sais, ben, c'est sûr que dans le cadre de ce projet-là, ça doit être quelque chose qui est récurrent, mais sinon, tu sais, c'est quoi les apprentissages que vous avez par rapport à ça, tu sais? Donc oui, pour l'usage des mathématiques et de ces modèles computationnels en médecine, en fait, c'est clairement le propos même de mon mandat à l'Université de Montréal, puisque j'ai une chaire professorale de l'IVADO, l'Institut de valorisation des données, qui vise justement à l'utilisation des méthodes numériques et des approches computationnelles en médecine et plus particulièrement en santé mentale. Et depuis mon arrivée, avec un autre collègue aussi professeur Ivado, Michael Chassé, qui lui est au CHUM, plus en soins intensifs, on a mis en place le premier cours
en français au monde de médecine computationnelle, où on apprend justement à utiliser les outils mathématiques quantitatifs, mais aussi l'intelligence artificielle et les outils computationnels plus modernes aux étudiants en médecine et aussi pour les ingénieurs qui sont intéressés par l'intelligence artificielle et les méthodes computationnelles, les former à l'approche clinique et à la médecine. Donc un cours un peu hybride pour faire le pont entre ces deux grandes disciplines que sont la médecine et les sciences informatiques. C'est la première fois, tu as dit que c'était le premier exemple au monde? De ce cours de médecine computationnelle intégré comme ça, oui. En fait, il y avait des cours effectivement déjà existants en biostatistique ou en statistique pour la médecine, mais notre cours intègre beaucoup plus que juste les statistiques, puisque on va jusqu'au machine learning, à l'apprentissage profond, à l'intelligence artificielle, aux modélisations statistiques normales, bayésiennes, etc. Donc en fait, c'est un tour d'horizon de toutes les méthodes mathématiques et computationnelles informatiques qui peuvent servir à la médecine. Avec la première partie du semestre, on a des cours théoriques, et la deuxième partie, on fait venir des gens de différents domaines de la médecine qui illustrent en fait comment cette discipline est en train de changer la pratique médicale à l'heure actuelle. Parce que c'est ça, je m'attends à ce que, mettons, puis je n'ai déjà parlé au podcast, je me rappelle plus quand, que en médecine, donc dans le domaine aussi de la psychiatrie, justement, parce que c'est de la médecine, là, comme Mhm. tu m'as mentionné, qu'on ait un gros, comment je pourrais dire ça? Une grosse concentration sur la statistique, parce que je comprends que la statistique est intimement reliée au traitement, aux soins de large population, dans le fond. Et bon, Mhm. ensuite, il y a des affaires de vaccination. Tu sais, quand on parle juste de la vaccination de la COVID, ça rentre beaucoup en jeu, puis ça, c'est Ah un oui, ça exemple c'est très sûr. Ouais. particulier, là. Tu sais, fait que comment est-ce qu'ensuite le machine learning, comment est-ce que tous ces nouveaux domaines-là, ce nouveau pont-là, c'est quoi des exemples, dans le fond, d'application de ça dans la médecine? Ou comment qu'on peut imaginer aujourd'hui, peut-être qu'il est trop tôt pour dire aussi, là. Ben, il y a déjà plein d'exemples en fait. Disons que l'usage des statistiques déjà est relativement jeune par rapport à l'histoire de la médecine, parce que la médecine c'est une pratique qui date de l'Antiquité. Hein. On la date avec Hippocrate, et même avant Hippocrate, il y avait déjà quand même une pratique de la médecine un peu partout dans le monde. Mais l'usage des statistiques pour faire des essais cliniques, par exemple, ça date de la moitié du XXe siècle. Donc c'est assez récent finalement à Ok, ouais. l'histoire, à l'échelle de l'histoire humaine. Et avec l'explosion de l'intelligence artificielle, notamment de l'apprentissage profond, on a une nouvelle vague d'applications euh, en médecine qui va notamment être très développée en dermatologie et en radiologie, parce que les premiers réseaux d'apprentissage profond, c'était surtout des réseaux convolutionnels qui servaient à analyser des images. Donc Ouais. dans la dermatologie, pour détecter si un grain de beauté, par exemple, est euh, mauvais ou pas, pour les dermatologues, il y a déjà des algorithmes qui sont assez puissants. Et en radiologie, pour détecter des tumeurs ou segmenter des structures dans un IRM, maintenant les algorithmes ont énormément progressé grâce justement à la dernière décennie en intelligence artificielle. Donc, un exemple, donc l'exemple que tu mentionnes, donc en dermatologie, on pourrait potentiellement, mettons, dans genre 30 ans, prendre une photo de notre grain de beauté dont on a peur, puis on laisse le AI comparer ça à d'autres images que lui, il connaît qu'il a appris dans le fond à savoir lesquelles étaient des Ouais, tumeurs ben, et lesquelles n'étaient pas vraiment des tumeurs malignes. totalement, mais c'est en fait même maintenant, en fait, là, sur Ah, mon ordinateur, j'ai déjà j'ai quelqu'un de ma famille justement qui a des risques de mélanome, et du coup j'ai installé tout le truc. Alors c'est pas forcément packagé dans une application mobile encore. Et peut-être qu'il y en a d'ailleurs, je sais même pas, hein, j'ai pas suivi, mais moi j'ai mon code base en Python et je prends des photos avec mon téléphone portable, je peux le faire rouler, et j'ai une ah ouais. classification des images en l'espace de 10 minutes, même pas. Wow, est-ce que je peux en avoir une copie? Non, c'est pas vrai, là. Je Ah sais ouais, que c'est mais sûrement. enfin, le, le code base est sur GitHub, donc en fait tout est ouvert. Ouais. Ah ouais. Puis t'évalues que c'est à peu près combien de pourcentage je peux dire, d'efficacité ou de précision? Est-ce qu'on a une idée? Ben,
Globalement, en fait, pour la dermato, il y a des très très bons taux de classif. Le problème, c'est qu'il y a des cas rares, et ça, je l'ai vu au niveau de Sainte-Justine, justement, où je suis membre du comité éthique. Et c'est moi qui m'occupe, en fait, des projets IA au comité d'éthique de Sainte-Justine. Typiquement, pour les maladies très rares en dermatologie, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de patients, donc il n'y a pas beaucoup de photos. Et les intelligences artificielles ont besoin quand même de bases d'apprentissage assez grandes pour Hmm. pouvoir comprendre ce qui se passe. Mais on parle de cas extrêmement rares. Donc, c'est vraiment des maladies dermatologiques qui touchent une personne sur 10 000, voire moins. Mais par exemple, pour suivre des grains de beauté qui sont suspicieux, je pense que ça va quand même considérablement changer la pratique des patients parce que au lieu d'avoir un rendez-vous chez le dermatologue tous les 6 mois ou tous les ans, ils pourront quand même suivre au mois, par exemple, l'évolution de grains de beauté qu'il fallait surveiller et pouvoir aller voir le dermatologue plus tôt s'ils voient qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ouais, c'est vraiment spécial. Puis en plus, peut-être que ça pourrait permettre aux dermatologues de filtrer plus facilement c'est lesquels les urgences, c'est lesquels les cas vraiment critiques, là. Totalement, ouais. Ben, après, justement, dans les autres applications, c'est ça que je voulais dire, c'est que il y a aussi maintenant le système de triage aux urgences qui peut être aidé par de l'intelligence artificielle, donc prendre en compte plein de paramètres avec l'occupation des lits, etc., pour essayer d'optimiser la logistique, parce que ça commence à devenir un peu Tetris des fois, surtout en cette période de Covid, où il y a des taux d'occupation au-delà des 100%, voire même 200% dans certains cas, donc c'est Ouais. hallucinant. Ouais. Donc là, l'intelligence artificielle peut aider même sur des choses qui ne sont pas directement de la médecine, mais plus de la logistique de l'hôpital. Donc ça, c'est aussi important parce que ça peut sauver des vies aussi. Mhm. Et après, une autre application qui va plus être en lien avec le sujet du modèle de cerveau dont on parlait, c'est ce qu'on appelle les patients numériques. Donc c'est comment en fait modéliser un patient in silico dans un ordinateur qui puisse servir à faire des prédictions à l'échelle de l'individu. Donc là, c'est ce qu'on appelle la médecine de précision. C'est un peu le topo de mon laboratoire. Mon laboratoire à Sainte-Justine s'appelle psychiatrie de précision et physiologie sociale. Donc je m'intéresse à comment faire de la prise en charge de la santé mentale à l'échelle individuelle, vraiment personnaliser la prise en charge de la santé mentale. Donc, essayer de bâtir des modèles, puis là, ça, c'est le laboratoire en général, de ce que je comprends. Essayer Mhm. de bâtir des modèles qui peuvent croître dans le temps et qui peuvent représenter des caractéristiques individuelles de patients au niveau psychologique ou psychiatrique, là, c'est ça. Ben, la visée long terme serait exactement ça. Ouais. Donc, pouvoir avoir une sorte de double numérique du patient sur lequel on pourrait voir comment une maladie va se développer ou comment un médicament va fonctionner, ce qu'on appelle le digital twins, le jumeau numérique, quoi. Comment on peut. Ok, fait que là, je comprends que c'est une vision à long terme, c'est peut-être pas là encore. Ça veut dire comment on fait donc pour créer un digital twin. Puis je comprends que c'est par rapport à des aspects très particuliers probablement, mais comment on peut faire Mhm. pour copier toutes les caractéristiques, mettons, du cerveau de quelqu'un ou de d'autres caractéristiques autres que le cerveau, de la physionomie, là? Est-ce que vous avez est-ce que tu as des grandes lignes pour nous ou ça doit être très très compliqué, là, fait que là, je reste en Non, surface. mais on peut avoir une granularité de la description qui est pas trop complexe, c'est-à-dire que on peut avoir déjà, sans rentrer dans la simulation ultra fine d'un individu, avoir des données cliniques sur l'âge, le sexe, Ok, certaines données, le poids, la taille, etc., qui pourraient, et ça c'est déjà utilisé en ok, médecine, quoi, pour si quelqu'un est en surpoids, par exemple, son pronostic va pas être le même, même pour des choses comme Covid, etc. Donc c'est déjà une forme de digital twin d'avoir ces données-là numérisées et de pouvoir faire de la prise de décision par rapport à ça. Mais effectivement, le jumeau numérique, c'est plus loin que ça. Donc, typiquement, on va utiliser la génétique et l'imagerie cérébrale pour capter à la fois le code qui tourne dans toutes les cellules de la personne, ça c'est le code génétique, et avec l'imagerie, pour avoir la structure anatomique précise
du patient. Alors moi, dans mon cas, c'est le cerveau, mais par exemple, il y a des approches de jumeaux numériques pour le cœur, par exemple. On va avoir une sorte de cœur virtuel qui est la copie conforme du cœur du patient, et on va pouvoir avoir une sorte de prédiction liée à cette copie conforme dans l'ordinateur. C'est absolument fascinant. Je m'attendais pas à ce que la médecine soit à cette étape-là, puis on voit que ça va évoluer dans le temps, puis ce que ça fait, c'est que ça me donne quasiment hâte de voir ça va être quoi dans, mettons, 50 ans, là, avec la montée justement de l'intelligence artificielle qui est Mhm. assez récent, là, Ouais. globalement. Là. Comme tu l'as mentionné, juste les statistiques, ça fait à peu près, c'est quoi, à peu près une centaine d'années que c'est utilisé en médecine. Ouais, Là. là, ça fait du coup 70 ans, 80 ans, hein. C'est moins de 100 ans, Ouais, hein. c'est ça, ouais. Donc, pour aller, mettons, un petit peu plus dans le sujet principal du podcast, donc par rapport à ton modèle du cerveau, comme tu l'as mentionné, c'est quoi que on essaye de faire? Je sais qu'on essaye de ce que j'ai lu de l'article de, je pense, Radio-Canada, Mhm. on essaye de construire un modèle, puis ça existait dans le passé, apparemment, un modèle du cerveau, mais là, c'est qu'on essaie de le faire croître dans le temps comme le cerveau d'un enfant, et ça nous permettrait de Mhm. comprendre plus facilement la conscience. Euh, Est-ce que tu serais capable de me décrire un peu comment ça fonctionne? J'ai tellement de questions, mais on peut peut-être Ouais, commencer là. ouais, aucun problème. Donc du coup, oui, le champ des neurosciences computationnelles est déjà quand même avancé. Il y a eu déjà d'autres modèles du cerveau qui ont été proposés en neurosciences computationnelles. Euh, Certains modèles aussi commençaient déjà à faire de l'apprentissage, mais souvent ils ont été euh, ciblés sur une aire cérébrale précise ou une fonction précise. Et là, l'idée de ce modèle, c'était de le faire de manière multi-échelle et d'intégrer plusieurs aires cérébrales simultanément dans le modèle et de montrer en fait quels sont les mécanismes biologiques qui sont nécessaires à l'émergence d'une conscience. On en reviendra plus tard sur la Ouais. définition parce que c'est une conscience en plus particulière parce que c'est ce qu'on appelle la conscience d'accès et c'est un type de conscience. Euh, Il y a mais plusieurs types de conscience. Je savais pas. voilà, ouais, on pourra après parler des différents types, mais là, en gros, c'est un type de conscience qui reste celui le plus étudié, parce que c'est celui qui est lié à au fait qu'on puisse rapporter le fait d'avoir perçu quelque chose. Je vois un objet, je suis capable de dire je viens de voir cette pomme rouge, donc j'ai conscience de la pomme rouge et je suis capable de rapporter verbalement le fait que je l'ai vue, quoi. OK. Donc, contrairement c'est ça, aux animaux, les animaux seraient pas capables, un chien serait pas capable de dire je jappe. Il sait pas nécessairement. Alors, si, Je sais je pas. dirais que même les animaux ont une conscience d'accès comme ça. OK. Euh, Là, ce qui va être plus spécifique chez l'être humain, hein, ce serait plutôt une conscience. Bon, du coup, on va faire les définitions des consciences comme ça. Euh, une conscience autoréflexive, donc la capacité d'être conscient de ce qu'on a conscience. Donc, d'avoir en fait une représentation de soi, un self, un ego entre guillemets. Et ça, c'est une sorte de conscience de second ordre, quoi. Ouais, parce qu'on augmente d'un degré, là. On comprend là, que tu vois que tu poses des questions, là, mais là, tu comprends que tu poses des questions. Là. C'est ça le. Voilà, il y a une Ouais. sorte de récursivité en fait dans la conscience de quelque chose. Là, c'est pas la conscience juste de la pomme que je viens de voir, c'est en plus une sorte d'autoréflexivité sur cette perception de la pomme Mhm. et je suis capable de m'analyser en train de percevoir la pomme, quoi. Donc d'avoir une représentation de moi en train de percevoir la pomme. Donc ça, il y a des taxonomies qui ont été proposées pour ces différents niveaux de récursion pour la conscience, sachant que ça, on parle même dans ces différents niveaux, toujours d'une conscience d'accès et de rapportabilité. Donc, ça veut dire qu'on a conscience et que c'est une représentation de quelque chose dans notre conscience. Et en parallèle de cette conscience-là, dite plutôt d'accès, on a aussi une autre type de conscience qui est beaucoup plus sujet à controverse, qui s'appelle la conscience phénoménale, où on parle souvent aussi de qualia.
qui est la sensation d'être conscient, enfin le fait d'être un sujet et le fait que qu'est-ce que ça fait d'être soi, quoi. Et donc là, c'est même pas lié au fait d'avoir conscience de quelque chose, c'est juste le fait d'exister en tant que sujet, en tant Le fait, qu'être. ouais, se questionner juste sur la réalité de sa propre existence un petit peu, là, sans trop être philosophique de la manière que je le décris. Là. Alors ouais, sans être dans la mentalisation de la chose, mais être au contraire plus le, la conscience phénoménale, c'est vraiment l'expérience de la chose. C'est l'expérience première de la chose. Donc par exemple, si je vois du rouge, si je vois la couleur rouge, l'expérience du rouge, elle va être vraiment personnelle. Ça ne sera pas forcément la même expérience que tu auras toi du rouge. Et donc c'est ça qu'on appelle la conscience phénoménale et qui est beaucoup plus sujet à controverse parce qu'elle est beaucoup plus compliquée à étudier euh, vu qu'elle est très subjective. Ouais. Alors que la conscience dite d'accès, elle est plus facile à étudier parce qu'elle est rapportable à quelqu'un extérieur. Donc, un chien qui sait ou qui jappe, on serait capable de regarder justement, d'étudier à quel niveau c'est vrai ou pas qu'il y a cette conscience-là, mais la conscience du chien qui a des crises existentielles ou qui comprend la couleur bleue, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce serait plus difficile à rapporter. Alors ça, ouais, d'un point de vue, ouais, crise existentielle, c'est sûr qu'on aura du mal à, pour l'instant en tout cas, peut-être qu'il y aura des algorithmes qui nous aideront à mieux communiquer avec les chiens dans le futur. Hein. Euh, mais moi, pour moi, c'est pas forcément le côté crise existentielle, c'est vraiment, je ne pourrais jamais, même vis-à-vis de toi, je pourrais jamais savoir qu'est-ce que c'est d'être Émile qui Ouais. voit une fleur rouge. Moi, je pourrais avoir accès à cette expérience-là, le fait d'avoir une expérience de voir la chose, mais je pourrais jamais avoir l'expérience que toi tu as. Je pourrais jamais être à ta place. Et donc cette conscience qui est très personnelle, subjective, ça c'est la plus mystérieuse entre guillemets, cette conscience phénoménale, et qui fait que y a des gros débats là-dessus justement en lien avec aussi l'intelligence artificielle, parce que en fait on peut faire des machines qui feraient en apparence tout comme si elles étaient conscientes, mais qui n'ont pas nécessairement d'expérience. C'est-à-dire que je peux faire semblant de dire oui, je suis conscient, etc. Ça a été un peu le bad buzz de Lambda avec le moine, l'ingénieur Google qui était aussi prêtre, qui disait que Google travaillait sur une IA consciente. En fait, c'est facile de Ok. faire une IA qui prétend être consciente, Mais mais par contre, on n'a jamais la preuve qu'elle l'est vraiment. c'est quoi ce que tu viens de mentionner par rapport à le moine, le gars qui travaille chez Google? Je comprends pas. C'était il y a un peu plus d'un mois, je pense, qu'il y avait eu une sorte de bad buzz sur Internet. Ça avait été beaucoup repris qu'il y avait un ingénieur de Google qui avait été viré parce que il avait mis en garde le monde que Google travaillait sur une intelligence artificielle qui était consciente. Et ça avait été moyennement bien couvert par les médias parce qu'ils avaient déjà pas grand monde parlé du fait qu'il était prêtre aussi. Donc, moi, la grosse question, c'est pourquoi Google embauche des prêtres, c'est surprenant. C'est particulier, ouais. Et en fait, il travaillait sur les questions d'éthique liées à l'intelligence artificielle, etc. Ok. Mais ce que les gens avaient pas vraiment repris, et je trouvais ça un peu malhonnête intellectuellement, c'est que lui-même, en fait, il disait que le fait de dire que la conscience était, que l'intelligence artificielle était consciente, était lié à ses croyances religieuses, pas à un raisonnement scientifique. Et les gens Ah, mettait en avant le fait qu'il était ingénieur chez Google et qu'il pensait qu'elle était consciente, sans parler du fait qu'il était prêtre et que c'était basé sur des convictions religieuses. Et là, c'est quand même différent, quoi. ouais, ben oui. Je pense que c'est le genre d'affaire que les médias, c'est le genre de sujet chaud là, que les médias peuvent Ouais. prendre ça, puis partir avec, puis faire leurs propres conclusions. Euh, mais c'est intéressant ce que tu mentionnes, c'est ça par rapport à la capacité d'une intelligence artificielle à juste recopier un peu qu'est-ce qu'il constate et avoir l'apparence d'avoir une conscience ou l'apparence de comprendre. Ça me fait penser à deux choses. Premièrement, ben, Mhm. le test de Turing, est-ce que c'est quelque chose avec lequel ben, tu es sûrement familier ok, avec ça? Ouais, Euh, ouais, bien sûr. Ouais. pour fait je me rappelle plus c'est quoi exactement les critères, mais c'est un genre de test pour les auditeurs pour
essayer de déterminer si une intelligence artificielle ou un robot est capable justement d'être conscient ou est vraiment intelligent là, comme nous on l'est. Alors c'est justement la subtilité, c'est que en fait le test de Turing est vraiment un test d'intelligence et non de conscience. C'est-à-dire que le motto du test, c'est est-ce que la machine est capable de se faire passer en fait pour un être humain vis-à-vis d'un juge humain qui ne sait pas si c'est un humain ou une machine. Mais en fait, on peut passer le test de Turing avec une machine qui n'est pas nécessairement consciente. C'est ça justement la critique que je ferais, c'est que c'est pas parce qu'on est capable de se faire passer pour un humain qu'on est conscient. Par exemple, si on simplifie énormément, parce que ça dépend du juge aussi, si on prend quelqu'un qui est un enfant ou une personne âgée qui est pas très adapté à interagir avec un chatbot, qui est pas trop habitué à ça, même un chatbot tout simple, il va pouvoir se faire passer pour un être humain vis-à-vis d'un enfant ou d'une personne âgée qui n'a pas l'habitude d'interagir avec des chatbots. Okay. Donc, est-ce que le chatbot est conscient? Non, c'est juste un script Python qui tourne sur un serveur de manière très prédictible et avec des branchements logiques, donc il n'y a pas de réflexivité, il n'y a rien. Ouais. Mais il pourra passer le test de Turing avec certains juges qui seront un peu plus naïfs. Donc après, on peut augmenter effectivement les critères d'un juge et rendre le juge un peu plus complexe, mais quand même, au final, c'est juste le jugement extérieur qui va compter et en rien le fait que vraiment la machine est consciente. OK. Fait que c'est vraiment, c'est ça. Ce que je comprends, c'est que c'est ça, le niveau d'apparence, ça demande un petit peu plus je veux dire, pas de naïveté, l'inverse de naïveté, pour aller chercher puis gratter à quel point est-ce que vraiment il sait ou il est conscient de ça ou c'est juste en termes d'apparence dans le cas du test de Turing. Okay. Oui, et puis en fait, je pense que le propos du test de Turing, c'est même pas de tester si la machine est consciente, c'est plus essayer de déterminer si c'est un être humain ou pas. Alors justement, est-ce que dans le test de Turing, il faudrait mettre plus en avant cette composante phénoménologique et de conscience subjective? C'est pas forcément ce qui est mis en avant d'habitude. Et d'ailleurs, il y a, je pense, à l'heure actuelle, une grosse scission entre des personnes qui vont dire les intelligences artificielles, aussi puissantes qu'elles soient, par exemple, dernièrement, il y a eu tout le buzz aussi avec ChatGPT de OpenAI, etc. Aussi avancées qu'elles puissent être, elles comprennent pas vraiment ce qu'elles font, quoi. Elles n'ont pas de understanding, elles n'ont pas de connaissance vraiment de ce qu'elles font. C'est juste des perroquets suffisamment évolués sur le plan statistique pour régurgiter de manière structurée de la connaissance humaine qu'elles ont été exposées de manière en grande quantité, quoi. Mais que ça donne pas nécessairement une compréhension profonde de ce qu'elle manipule comme objet, et d'autres qui sont plus, et je pense on retrouve plus l'idéologie de la Silicon Valley là-dessus, que de toute manière, si au bout d'un moment, la machine est indiscernable d'un être humain au niveau du comportement, on s'en fout même si c'est juste pour de faux à l'intérieur, du moment que ça se comporte de la même manière à l'extérieur, ça fait le job, quoi. Mm-hmm. Et c'est deux postures très différentes, en fait. Toi, tu penches à quel côté? Moi, plutôt du premier. C'est-à-dire que je suis d'accord que avoir des intelligences artificielles très puissantes, ça peut être utile. Et encore, à l'heure actuelle, on a des gros défis aussi avec le changement climatique. Et du coup, les investissements sont peut-être démesurés sur l'un par rapport à l'autre. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, je pense que l'outil ne doit pas être sacralisé au point de dire ah mais il est conscient et tout ça. Ça reste un outil statistique qui est capable de faire des choses qui sont surprenantes, qui pourraient tromper des juges, oui, mais fondamentalement, on est très loin de ce qui donne la conscience chez l'être humain et qui donne la conscience même chez d'autres animaux tels qu'on la connaît à l'heure actuelle.
Après, ça pose la question, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres types de conscience? Je suis pas du tout fermé au fait d'avoir des consciences synthétiques, consciences artificielles, mais à l'heure actuelle, les architectures qui sont utilisées comme ChatGPT, etc., pour moi, elles ne sont pas conscientes. Ouais. C'est des régurgitateurs, c'est des perroquets, là, c'est ça. Voilà. Ouais. Ben, est-ce que maintenant que. Ben, ok, puis, tu sais, là, on est comme parti sur la tangente, justement, des. C'est quoi la conscience, tant qu'à parler de ça. Ouais. J'aimerais ça te ramener sur ce que tu disais par rapport à votre modèle du cerveau. Euh, Ouais. c'était quoi, dans le fond, c'était quoi un peu l'objectif initial? C'était quoi ensuite l'objectif? Est-ce que l'objectif a changé en cours de route? Et tu sais, ça fait à peu près combien de temps que tu travailles là-dessus, dans le fond? Ouais. Ben, en fait, c'est une bonne question parce que l'anecdote est assez drôle puisque c'est un projet qui a commencé en 2014-2015, donc il y a quand même pas mal de temps. À l'époque, je commençais à travailler à l'Institut Pasteur à Paris, en France, et dans le département de neurosciences, qui a été créé par Jean-Pierre Changeux, un neurobiologiste français très connu et qui est d'ailleurs co-auteur du papier, parce qu'en fait, ce projet est né de notre rencontre et discussion depuis plus de 7 ans. Toutes les semaines, en fait, on parlait au moins 1 heure, quoi qu'il arrive, quoi, peu importe le temps et on, 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 on avait notre heure le lundi matin à 8 heures tapantes sur ce projet-là. Et en fait, j'ai rencontré Jean-Pierre Changeux à la machine à café du département de neurosciences sans savoir vraiment que c'était lui, alors que c'est une légende, hein, mais je l'avais jamais rencontré euh, personnellement. Et il m'avait entendu parler de maths et de modélisation, et du coup, il m'avait dit, ah, vous avez 5 minutes, justement, je voudrais vous parler de modèles. Et en fait, quand on est arrivé dans son bureau, j'ai compris que c'était Jean-Pierre Changeux, parce qu'il y avait des, des, des indices, on va dire, T'as vu très forts. les prix en arrière de son bureau, puis je sais pas, Ouais, non, mais il y avait aussi non. tous ses livres, etc. Donc j'ai compris que c'était Ouais. lui. Et en fait, Jean-Pierre Changeux, maintenant il a plus de 85 ans. Ça a été un des pionniers de l'étude du cerveau à l'échelle biologique et moléculaire. Donc il a commencé par déjà avec Jacques Monod et François Jacob au tout début, donc les deux prix Nobel français pour la découverte de l'ARN et de la régulation de l'ADN. Donc à l'échelle moléculaire, il a travaillé sur les premiers les récepteurs nicotiniques en fait. Il a montré qu'il y avait des récepteurs à l'échelle moléculaire au niveau des synapses, donc vraiment à l'échelle toute petite dans le cerveau. Donc c'était vraiment déjà extrêmement pionnier de faire ça, mais il a eu même avant ça des contributions avec l'allostérie, donc le fait que quand les molécules, les enzymes s'accrochent à une autre protéine par exemple, ça change euh, la conformation, la forme de la molécule. Donc ça change ses propriétés. Donc c'est un peu les bases de la pharmacologie avec les ligands, etc. Et en fait, il a montré que justement les récepteurs, donc lui c'était le récepteur nicotinique, en gros justement les molécules qui se baladent dans le cerveau, les neurotransmetteurs, ils s'accrochent à ces machineries à l'échelle nanoscopique, quoi, et ça permet de faire passer des ions ou pas, et donc à faire passer du courant électrique Ah! donc c'est Ah! vraiment des résultats qui ont été pionniers parce que c'est le tout début de la compréhension comment fonctionne la synapse dans le cerveau. Et après ça, il a été aussi très connu parce que justement, il a écrit un livre dans les années 80 qui s'appelait L'homme neuronal, où il revendiquait que la biologie pouvait étudier la conscience et la psyché humaine, et que c'était pas que la psychologie et la psychanalyse qui pouvaient faire ça. Et d'ailleurs, l'homme neuronal, c'est lui-même qui m'avait raconté l'anecdote, c'est que le titre du livre, en fait, c'était le surnom
qu'on lui donnait dans les salons à Paris, que les psychanalystes se moquaient de lui en disant qu'il réduisait l'être humain à juste les neurones. Donc il appelait l'homme neuronal. C'est pour ça qu'il a appelé le bouquin, le livre comme ça. Donc vraiment un pionnier. Et à la fin de sa carrière, il a été extrêmement aussi productif sur comment développer une théorie biologique de la conscience, sur les mécanismes de la conscience, avec notamment Stanislas Dehaene. Et une des théories qu'ils ont développées, qui est à l'heure actuelle encore l'une des plus supportées par les expériences et les plus à la mode, c'est la théorie du Global Neuronal Workspace, la théorie de l'espace neuronal global. Et donc, notre article, c'était essayer de simuler cet espace neuronal global, mais pas en prenant l'architecture finale, donc pas en prenant un cerveau adulte où on a déjà la réponse, quoi. Mhm. Parce que ça, il avait déjà fait justement avec Stanislas Dehaene, notamment en 2005 dans Post-Computational Biology. Ils avaient fait un article où ils simulaient un espace neuronal global. Fait que ça qu'on disait tantôt, c'est que ça existait déjà, mais à l'état mature, il n'y a pas l'élément de croissance. Voilà. Okay. Exactement. Et là, l'idée, c'était de faire le pont entre l'épigénèse synaptique, donc c'est le fait que les synapses évoluent dans le temps avec le développement du système nerveux, etc., et l'espace neuronal global, en créant un modèle où à la base il n'y a pas de faculté à rapporter de manière consciente, comme je disais, je vois une pomme rouge, et que le modèle soit capable de rapporter qu'il voit une pomme rouge, mais de faire en sorte que il puisse le faire en apprenant, comme un enfant aurait un apprentissage au cours de son existence pour arriver à faire ce genre de tâches. Bon, bien sûr, comme je disais, c'est un modèle, donc c'est forcément simplifié et réducteur, mais notre but avec ce modèle-là, justement, l'objectif, comme on disait, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Nous, il était utile pour mettre en évidence les mécanismes biologiques les plus fondamentaux, les plus nécessaires à l'établissement de la conscience sur le plan du développement. C'est la chose que je retiens, on dirait, de tout ça. Je retiens deux choses. Premièrement, on dirait qu'il y a une très grande communauté axée sur la neurologie puis le cerveau en France. On dirait qu'il y a beaucoup de chercheurs français dans ce que tu as mentionné. Puis deuxièmement, ça montre que justement, le modèle ne sert pas vraiment à répondre à une question précise, mais plus à illustrer où que tu devrais regarder plus précisément. Puis à chaque fois, peut-être, tu peux descendre d'un niveau à chaque fois, puis d'essayer d'aller plus creux, puis de faire un autre modèle un petit peu plus spécifique, mais qui est un petit peu plus limité dans une autre manière, et d'essayer de creuser comme ça. Donc, c'est comment qu'on fait, donc, pour se valider que ça peut un peu fonctionner, même si c'est très réduit. Comment on valide le modèle, quoi. Ouais. On montre que c'est pas juste une opinion déguisée en maths, quoi. Ouais. Ouais, c'est une très bonne question parce que c'est un gros problème en neurosciences computationnelles et même en sciences computationnelles en général, c'est que on peut tout modéliser, on peut tout faire dire à un modèle si on n'a pas si on pointe pas vers la réalité et vers des données expérimentales, empiriques. Donc le fait de valider son modèle par des données du réel, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut que le modèle soit capable de quand même reproduire des choses qu'on observe dans le réel et que ces choses qui sont reproduites ne soient pas intégrées dans le modèle de facto. C'est-à-dire que si je code mon modèle pour qu'il fasse exactement ce qu'on attend, ça va pas être une surprise qu'on va avoir quelque chose qui ressemble au réel. Là, ce qu'on voudrait, c'est on met un modèle et il est capable de faire quelque chose qu'on n'a pas dit au modèle au départ et qui ressemble à ce qu'on observe dans la réalité. Donc nous, dans notre cas, par exemple, notre modèle, on lui a mis plein de paramètres sur les neurones, leurs propriétés, leur sensibilité au courant électrique. On a mis de la dopamine, on a mis de la sensibilité à la dopamine, etc. Donc ça, c'est des données qui sont issues de la réalité aussi, qu'on intègre dans le modèle. Et après, on a mesuré quelle était la proportion, par exemple, de neurones excitateurs par rapport à inhibiteurs qui donnait la meilleure performance dans les tâches de notre modèle. Ou
quel était le niveau de bruit, d'activité de bruit dans le modèle qui donnait les meilleures performances ou après ça devenait trop bruité. Comment trouver la bonne combinaison, la bonne soupe de sérotonine ou de tous ces composants chimiques-là pour pas qu'il y en Alors, ait trop, mais pas qu'il y en ait pas assez. ouais, alors nous, dans le cas, il n'y a pas de sérotonine dans le modèle, mais on s'est focalisé sur la dopamine pour l'apprentissage par renforcement, et après, il y a quand même une modélisation de la plasticité au niveau des synapses, mais on n'est pas jusqu'à modéliser la sérotonine elle-même. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment que on a plein de facteurs qui peuvent être fixés d'après nos connaissances scientifiques du cerveau, et après, on peut faire varier des paramètres de la tâche ou du modèle et voir dans quelle mesure ça prédit des choses qu'on n'avait pas fixées dans le modèle à la base. Parce que si je fixe par exemple la concentration de dopamine dans le modèle, ça va pas être surprenant que à la fin, si je mesure le taux de concentration, ça va être réaliste puisque j'ai mis la solution dans le modèle. Donc forcément, ça colle avec la réalité parce que je lui ai dit la réponse. Mais là, nous, dans notre cas, par exemple, un des résultats qui est pour moi un des plus intéressants, c'est que les meilleures performances qu'on obtient dans la tâche consciente sur le modèle, c'est pour 80% de neurones excitateurs et 20% de neurones inhibiteurs. Donc ce ratio de 80% 20%, c'est exactement ce qu'on observe dans le cerveau. Donc il y a vraiment cette proportion-là. Donc on la retrouve dans ce modèle. Et aussi, le pic de performance correspond à une activité spontanée de l'ordre de 10-12 Hz qui correspond en fait au rythme alpha qui est le plus omniprésent dans le cerveau et qui est justement une des activités spontanées les plus facilement observables dans le cerveau dans toutes sortes d'espèces d'ailleurs, hein, pas que chez l'humain. Mais Donc ça, c'est c'est quoi le rythme alpha? le rythme alpha, c'est un rythme, une activité qui se présente sous forme d'oscillation. Donc c'est une activité rythmique qu'on peut observer dans le cerveau et qui a été associée à plein de choses. Il y a plus de 50 000 papiers sur le rythme alpha. Ça a été la première activité qui a été observée par l'électroencéphalographie en 1929 par Hans Berger, donc le père de l'électroencéphalogramme qui permettait, avant l'IRM, bien avant, d'enregistrer l'activité électrique du cerveau. Et une des premières observations qui montrait que le cerveau, c'était pas juste du bruit, c'était que quand la personne fermait les yeux, il y avait apparition d'oscillations de l'ordre de 10-12 Hz, qui est l'alpha. Ah, ok. Et donc, historiquement, on a d'abord associé l'alpha au fait qu'il y avait un repos du cortex, donc plutôt une activité d'inhibition. Après, comme c'est un des rythmes les plus omniprésents dans le cortex, on s'est rendu compte que l'alpha jouait plein de rôles différents. Donc il y avait une notion d'inhibition, effectivement, mais il y avait aussi une question d'échantillonnage, en fait, de l'information, de gating attentionnel, donc une sorte de séquençage du flux d'informations sensorielles qui rentrent dans le cerveau, qui est échantillonné à 10-12 Hz. C'est pour ça d'ailleurs que au cinéma, le nombre d'images par seconde est de l'ordre de 24 images par seconde ou plus, parce que en dessous de 24 images par seconde, le 12 Hz d'échantillonnage fait qu'on est à la fréquence de Nyquist du cerveau et on commence à voir plus une image continue dans la vidéo, en fait. On voit on voit les stops, là. Exactement. Puis quand c'est plus que 24 images par seconde. Disons que c'est au-dessus de notre fréquence d'échantillonnage, enfin du double de la fréquence d'échantillonnage, donc on est au-dessus de Nyquist. Et par le théorème de Nyquist, du coup, on a un échantillonnage qui permet enfin, ça fait illusion que c'est continu, quoi. Donc la vidéo, quand on est à 30 images par seconde, on est quasiment sûr que n'importe quel être humain verra pas de saccade dans l'image, quoi. Après, les gamers et tout ça, ils vont avoir des écrans à 120 Hz. Mais bon, en gros, l'échantillonnage du cerveau, il est à 10-12 Hz pour le visuel, en tout cas. Et c'est lié à ce rythme alpha. Mais on est loin encore d'avoir élucidé complètement, justement, le rôle du rythme alpha. Et dans notre modèle, là, on a quand même un résultat qui est super intéressant, qui émerge du modèle, qui n'était pas dedans.
J'ai jamais mis en fait du rythme alpha dans mon modèle, mais on s'aperçoit que les meilleures performances du modèle sont dans l'ordre de l'activité spontanée de ce rythme. C'est fascinant. Donc, OK, donc on voit, c'est ça, plusieurs éléments qui réapparaissent, des éléments dans votre modèle qui réapparaissent, qui n'étaient pas nécessairement des entrées à l'origine ou des inputs à l'origine, mais que finalement qui ressortent et qui sont comparables à ce qu'on voit chez un humain, là, humain Exactement. normal. Donc là, on a une validation externe du modèle, justement. Ouais. C'est comme la meilleure manière de se double vérifier, je pense, dans ce cas-là. Là. C'est quand tu essaies de dupliquer quelque chose, un phénomène réel, c'est d'après comparer avec le phénomène réel. Exact, exact. Et puis là, après, l'idée, c'est que le modèle peut aussi faire d'autres prédictions qui peuvent être testées après expérimentalement. Donc ça, c'est l'étape suivante, c'est-à-dire maintenant qu'on a un modèle comme ça, dans quelle mesure on peut prédire, par exemple, moi je travaille beaucoup sur l'autisme qui a été historiquement associé à peut-être un déséquilibre entre excitation et inhibition. Qu'est-ce qui se passe si on fait si on change dans le modèle ce ratio d'excitation-inhibition au niveau de la croissance et du développement du cerveau? Est-ce qu'il y a moyen de contrebalancer ce déséquilibre excitation-inhibition et du coup de rétablir la trajectoire? Enfin, ça ouvre plein de perspectives et on rejoint l'histoire du patient numérique, du jumeau numérique, où en fait le modèle devient une sorte de miroir de ce qu'on comprend du fonctionnement du cerveau et on peut tester des hypothèses médicales avec ce modèle. Mais c'est ça, c'est justement vers là que j'allais m'en aller, j'allais te demander. Tu sais, ultimement, ça me semble tellement, on est tellement comme à l'avance, on dirait, avec ce modèle-là, on est tellement loin. J'ai l'impression d'avoir des résultats comme concrets qui peuvent nous aider. Donc, c'est quoi le but en ce moment? Tu sais, en tant que chercheur, sûrement que tu vas me dire, ben, on essaie juste de faire avancer les choses, puis éventuellement, on va tellement avoir fait d'avancer qu'on va avoir des résultats concrets. Mais tu sais, en ce moment, on est capable de dire, ben, on veut soigner X maladie mentale ou on veut faire vivre l'humain plus longtemps, ou y a-t-il un genre de résultat facile à comprendre, concret, ou c'est juste plein de petites étapes qui vont nous amener vers quelque chose éventuellement? Ah, il y a forcément aussi plein de petites étapes et puis aussi quelque chose qui est pas souvent communiqué, mais c'est que en recherche, en fait, il y a plein de choses qui marchent pas et on erre pendant plein de temps avant de trouver quelque chose. Donc, les gens voient souvent les articles et le résultat final de plein d'années d'essais-erreurs, quoi. Donc, il faut être très persistant en recherche. C'est d'ailleurs souvent ce qui cause le plus de désarroi chez les étudiants qui commencent en recherche, parce qu'ils ont été exposés uniquement au succès. Et en fait, c'était Pasteur qui disait la chance sourit aux esprits préparés, c'est que en fait, il faut quand même beaucoup d'exploration pour arriver à trouver quelque chose au final. Et même si des fois les institutions et les administrations aimeraient que les chercheurs ne fassent que trouver tout le temps, en fait, je déteste la citation qu'on donne souvent des chercheurs qui cherchent on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent on en cherche. Ça a été vachement politisé et tout ça. Et en fait, le problème, c'est qu'on peut pas avoir que des gens qui trouvent. Il faut forcément chercher pour trouver. Ben, ça prend du temps. Et les plus grosses découvertes sont celles qui demandent en plus le plus de percolation et de progrès. Mais nous, dans notre cas, par exemple, ce modèle-là, donc c'est 7 ans de travail et justement, il incarne un peu cette prise de conscience que la science, ça prend du temps. Parce qu'on a fait ça avec Jean-Pierre Changeux en se voyant 1 heure par semaine pendant 7 ans, sans financement, sans objectif, sans deadline, sans échéance, juste pour le plaisir de la science. Et à la fin, on a eu un étudiant, Constantin Wolzing, en master, qui est le premier auteur au final, parce qu'il nous a aidé à cristalliser ça et ces 7 ans de travail avec Jean-Pierre pour écrire le papier. Mais on n'était pas du tout dans un mode de science à la va-vite. Oui, en 2 ans, il faut avoir déjà tout fait, tout publié, etc. Mais maintenant, donc les prochaines étapes avec ce modèle, c'est pouvoir intégrer la dimension sociale, parce que là, justement, on s'est arrêté à la conscience, mais individuelle. Et une des questions qui me fascine et qui occupe une bonne partie de mon laboratoire, c'est pourquoi le cerveau humain permet
d'avoir conscience d'autrui et d'interagir avec les autres. Et du coup, cette socialité qui est très développée chez l'être humain, quelles sont les bases biologiques de ça. Donc, on va étendre le modèle à cette dimension sociale. Et dans ce cadre-là, il y a deux applications possibles. Une en intelligence artificielle, en essayant non pas de faire des algorithmes tels qu'on les a actuellement, qui mimiqueraient le comportement social, mais plus faire l'inverse, prendre des mécanismes biologiques qu'on sait qui sont à la base du comportement humain et essayer d'amener ce bio-inspiré dans le champ de l'informatique. Donc amener beaucoup plus de réalisme et de bio-inspiration dans l'architecture des algorithmes d'intelligence artificielle pour notamment intégrer mieux cette dimension de conscience et d'interaction sociale. Donc ça, c'est une première piste d'application sur lesquelles on travaille déjà et on a déjà des résultats assez intéressants en fait. Et l'autre application, c'est plus dans le champ de la médecine où on travaille sur justement faire des patients, des jumeaux numériques. Et là-dessus, pareil, on a déjà des résultats un peu préliminaires sur le fait que en prenant l'imagerie cérébrale d'un patient et en simulant le cerveau de ce patient-là, on pourrait avoir une meilleure prédiction de son diagnostic dans le cadre de troubles du neurodéveloppement comme l'autisme que si on prenait juste l'image statique, quoi. Donc le fait de simuler l'activité cérébrale du patient et de le faire interagir socialement, virtuellement, cette simulation du patient dans un ordinateur, ça apporterait plus d'informations que d'avoir l'image juste instantanée. En photo de son cerveau. Ouais, fait que c'est vraiment la dimension temporelle dans ce cadre-là qui nous aide. Là. Temporelle et fonctionnelle. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un cerveau qui est hors de tout contexte, là on peut, avec ces simulations numériques, simuler le cerveau du patient dans un contexte d'interaction sociale. Et donc du coup, dans le cadre de conditions psychiatriques qui sont associées avec des altérations de la communication et de la cognition sociale, ben, c'est pertinent d'avoir ce genre de simulation parce que c'est exactement ce qui cloche et ce qu'on a envie de prendre en compte pour le diagnostic. Mm-hmm. Autrement dit, c'est ça, mettons des gens qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme, mais c'est des troubles qui se reflètent souvent avec les autres gens. C'est un peu ça, j'imagine, que tu es en train de dire. Là. Avec d'autres personnes, en interagissant avec d'autres gens. Ouais, dans le cadre de l'autisme, en tout cas au niveau de sa définition clinique pour un diagnostic, la communication sociale et l'interaction sociale font partie des symptômes clés. Après, il faut faire attention avec l'autisme parce que c'est un continuum et il y a de plus en plus maintenant une prise de conscience au sens sociétal, pas de la conscience comme on l'entendait jusque-là, mais une prise de conscience que les divergences et les différences dans le cas de la condition de l'autisme ne sont pas nécessairement pathologiques au sens classique du terme. C'est-à-dire que beaucoup de personnes autistes revendiquent leur autisme comme faisant partie de la diversité humaine. Et donc dans ce cas-là, on parle plus de conditions que de maladie, quoi. Alors, c'est vraiment un sujet qui est très sujet à discussion, débat, et c'est souvent assez chaud parce qu'il y a beaucoup de souffrance et d'émotions aussi derrière tout ça. Mais par exemple, quand un patient a de multiples crises d'épilepsie, une déficience intellectuelle et peut se mettre en danger et tout ça, on est face à une constellation de symptômes qui n'est pas uniquement avec l'autisme en plus. Et clairement, les parents souvent ont pas de problème à ce qu'on dise que leur enfant est malade, parce que justement, clairement, il souffre, il est malade, etc. Par contre, il va y avoir d'autres êtres humains qui vont être diagnostiqués avec autisme, qui voient pas en soi ça comme une forme de maladie, et même certains disent même que c'est pas un handicap, d'autres vont le revendiquer comme un handicap, d'autres non. Donc c'est vraiment
un sujet assez passionnant et très complexe sur le plan éthique et sociétal. Ouais, je comprends que ça évolue aussi beaucoup en temps réel, là. Tu sais, justement, là, cette perspective-là de spectre de l'autisme, là, je comprends que c'est Mhm. assez récent, justement. Donc, excellent. Ben, c'est tout le temps qu'on a. Je voulais, il y a tellement de questions que je voulais vous poser. C'est tellement un sujet fascinant. Puis, c'est correct. Tu sais, on a couvert tous les gros aspects, les grosses questions qu'on avait. Je suis vraiment content. Merci beaucoup euh, d'avoir participé, Guillaume. Avec grand plaisir. Vraiment, Avec grand vraiment, plaisir. vraiment un honneur. Puis, donc, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci aussi aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.